L'or et l'Inde semblent intimement liés. C'est l'endroit de la planète où les habitants consomment le plus d'or. Plusieurs centaines de tonnes sont importées chaque année par l'industrie de la joaillerie, mais aussi pour être vendues sous forme de pièces et de lingots. Importées, oui, parce que l'autre spécificité de ce pays, continent, c'est de ne pratiquement pas produire d'or. Entre Bollywood, les mariages, mais aussi la régulation monétaire et la conservation du patrimoine, l'or joue donc un rôle central en Inde. Pour nous en parler, nous recevons Patrick de Jaclot, journaliste, photographe, passionné de bande dessinée. Vous avez passé 8 ans en Inde où vous étiez le correspondant des Échos. Et vous avez souvent écrit des articles sur l'or dans ce pays, évidemment. Oui, en effet, j'ai passé 7 ans en Inde et je traitais toute l'actualité indienne dans tous les domaines, politiques, économiques, internationales, etc. Mais le fait est que quand on écrit sur l'économie indienne pour un quotidien comme Les Échos, eh bien, on est amené assez régulièrement à traiter de l'or parce que l'or joue toujours aujourd'hui un rôle très important dans la vie économique et financière du pays. Mais beaucoup plus profondément que ça, l'or reste quelque chose de fondamental dans la vie de la société indienne, et ça depuis des siècles et des siècles. Alors on va commencer par le plus important sans doute, c'est le côté traditionnel de l'or dans l'Inde rurale notamment. Oui, tout à fait. Alors là, on a affaire à des traditions vieilles de très nombreux siècles. Les Indiens ont un attachement viscéral à l'or, parce que, en fait, dans l'Inde traditionnelle, l'Inde rurale notamment, l'or incarne les notions de patrimoine, d'épargne. Les économies familiales prennent souvent la forme de bijoux portés par les femmes. Les femmes dans le monde paysan portent souvent le patrimoine de leur foyer sur elles, sous forme de bracelets, de colliers, etc. Et ça, c'est donc quelque chose qui est vraiment très profondément ancré dans la société indienne. Et alors, ça prend notamment la forme des cadeaux, qu'il s'agisse des fêtes religieuses, des naissances, des mariages. Le cadeau le plus souhaité, c'est de l'or, soit alors sous forme de bijoux pour ceux qui en ont les moyens, soit sous forme d'or pur, y compris dans de très petites quantités. Je me souviens avoir interviewé un chercheur en sciences sociales qui travaillait avec des communautés tout à fait défavorisées au fin fond des campagnes ou dans les bidonvilles, et qui m'expliquait que dans certains groupes sociaux, on demandait expressément aux gens d'offrir de l'or, y compris, bien évidemment, dans des quantités minuscules, s'agissant de ces communautés-là. Donc, on demandait aux gens d'offrir un demi-gramme ou 1 gramme d'or, et on rassemblait tout ça pour le fondre et en faire des bijoux. C'est vous dire à quel point cette tradition des cadeaux reste très importante. Il y a aussi un élément très important, c'est le mariage. Vous avez parlé du mariage et donc de la dot, qui est un élément qu'on ne connaît pas très bien, nous, en France ou en Occident. Oui, alors la dot, ça aussi, c'est une tradition millénaire en Inde. Officiellement, depuis que l'Inde est indépendante, la dot est interdite. Donc la loi vous interdit de donner une dot à votre fille. Dans la pratique, évidemment, cette loi n'est absolument pas respectée. La dot reste très très largement pratiquée. Alors, la dot se fait dans le sens de somme d'argent ou d'or ou cadeaux en nature, etc., donnés par les parents de la jeune femme à la famille du mari. Hein, c'est dans ce sens-là. On donne l'argent à la femme, ce qui donc coûte très cher aux parents des filles. Alors la dot aujourd'hui peut prendre de multiples formes. Hein. Dans une famille modeste, ça peut être un ventilateur ou un réfrigérateur, mais l'or reste très très important. Et il y a une notion qui est assez fondamentale dans cette tradition, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de donner une valeur monétaire, comme on donnerait du cash par exemple. L'or, il y a une notion de quelque chose d'auspicieux, c'est-à-dire quand vous offrez de l'or à quelqu'un, vous lui offrez quelque chose qui a de la valeur, mais vous lui offrez aussi quelque chose qui va lui porter chance. Ça, c'est un élément très important qui explique que
l'attachement à l'or métal reste bien présent. Alors justement, il y a une fête qui est dédiée à la prospérité, donc on va dire que c'est la suite logique de la chance ou du bonheur. Et là, on remet beaucoup d'or aussi, ou en tout cas... Alors tout à fait, à l'automne, il y a la fête de Danteras, qui est une espèce de fête de la prospérité. Bon. Et là, il est considéré comme auspicieux, là encore, d'acheter de l'or ou de l'argent d'ailleurs, et soit pour soi-même ou pour l'offrir, bien sûr. Et puis ça marque le début de la saison de l'or en Inde, parce que juste après Danteras, il y a la fête de Diwali, qui est un peu plus connue peut-être en France. Diwali, c'est la grande fête de la religion hindoue. Et en ce qui concerne les festivités familiales, les traditions de cadeaux, ça serait un peu l'équivalent de Noël chez nous. Et donc à Diwali, aussi, on offre de l'or, des bijoux, etc. Et puis comme là, on arrive à la fin de l'automne, et donc au début de l'hiver, eh bien là, c'est le début de la saison des mariages qui commence. Et là, ça dure jusqu'en février, disons. Et les mariages, évidemment, on offre de l'or, on cherche à couvrir la fiancée du plus d'or possible, et puis ça reste un des cadeaux préférés pour cette festivité-là. Alors pour illustrer ce rapport à l'or des Indiens, ce rapport traditionnel, vous nous proposez de regarder quelques images d'un film Bollywood, qui pour vous est un film, et qui pour beaucoup de gens est un film incontournable dans la culture indienne. Oui, alors tout à fait. Alors, de toute façon, quand on parle de la société indienne, il n'y a rien de tel que de regarder un petit peu de la production cinématographique de Bollywood, parce que il n'y a rien de plus authentiquement indien dans la production culturelle que les films de Bollywood. Alors on n'en a pas toujours une image très positive en France parce qu'on connaît très mal, mais Bollywood produit un nombre phénoménal de films, un grand nombre sont du tout venant qui n'a effectivement pas beaucoup d'intérêt, mais il y a aussi des chefs-d'œuvre. Et alors là, le film dont on va voir quelques brefs extraits, Mother India, est considéré comme le chef-d'œuvre numéro 1 de toute l'histoire de Bollywood. C'est un film qui date de 1957. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était le plus grand succès de toute l'histoire de Bollywood. Alors évidemment, les films qui sortent aujourd'hui ont des audiences gigantesques, mais en audience cumulée, c'est probablement le film qui a été le plus vu dans toute l'histoire de l'Inde. C'est un très très beau film. Ça raconte l'histoire d'une famille de paysans plutôt aisés au début, mais après ça se gâte. Donc dans l'Inde des années 50. Et il se passe plein de choses. Alors, je vous en propose 3 petits extraits. Le premier, c'est le mariage. Donc on va voir des images de la fiancée couverte d'or, à l'échelle de paysans donc relativement aisés, d'or ou de bijoux en tout cas. Bon. Et vous verrez, il y a notamment une image où on voit le soir du mariage, le jeune marié qui a enfin le droit d'écarter le voile qui recouvre le visage de la fiancée, et on le voit émerveillé, et franchement, on se demande s'il est plus émerveillé par la beauté de la jeune femme ou par les bijoux qu'elle a sur tout le visage.
Donc là, on vient de voir effectivement Laure avec le mariage et peut-être même une partie de la dot sur la personne. Bien entendu, oui. Et donc, deuxième extrait, là, ça commence à se... Là, ça se gâte. Il y a du questionnement. Là, ça se gâte. C'est-à-dire que la famille en question a subi une série de coups durs, le dernier étant la mort de son bœuf, ce qui est une catastrophe. Bon. Donc la famille est menacée de ruine, et donc là on voit Laure jouer pleinement son rôle, cette fois de valeur financière, de patrimoine du ménage, parce que se passe-t-il? Donc le mari est désespéré parce que son exploitation agricole est menacée de ruine, et on voit son épouse lui apporter ses bijoux, en lui disant vends-les, ou plutôt mets-les en gage, pour acheter un nouveau bœuf pour sauver notre exploitation. Le rôle d'épargne. Exactement. Che belle. Et donc c'est là où on voit finalement le rôle, j'allais dire, magique de Laure, puisque donc Laure est mis en gage, et c'est là que ça se gâte vraiment. Oui, mais c'est très très important de voir ce rôle de Laure, qui permet à une famille très modeste, qui en a un petit peu, de se tirer de difficultés immédiates. Par exemple, s'il y a vraiment un coup dur terrible, instantané, genre un accident, qu'il faut aller à l'hôpital, ce qui peut coûter très cher, la famille n'a absolument pas d'argent liquide disponible, on peut aller au milieu de la nuit réveiller l'usurier prêteur sur gage du village, lui donner un collier ou une paire de boucles d'oreilles, recevoir en échange quelques dizaines de milliers de roupies, filer à l'hôpital. Bon, toute chose qui serait impossible avec un secteur financier normal, disons. Et ça me rappelle une anecdote. Mon épouse, à un moment, était allée travailler dans une ONG dans le sud de l'Inde qui travaillait avec des familles du monde rural, donc extrêmement défavorisées. Et à un moment, on lui avait fait remarquer des femmes qui avaient des épines dans le lobe de l'oreille, en travers, bon, et on lui avait dit, vous voyez, elles mettent une épine simplement pour que le trou ne se referme pas, mais ça montre qu'elles avaient des boucles d'oreilles et qu'elles les ont laissées en gage quelque part. Donc c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans la vie quotidienne. Le troisième extrait, de Alors, India, ça va mieux. Alors ça se discute. Disons que là, on est vraiment dans le grand romanesque. On est des années plus tard. L'un des fils de la jeune épouse du début, et donc est devenu jeune adulte, on est bien 20 ans plus tard, bon, il a mal tourné, il est devenu brigand, et il vole des bracelets à l'usurier qui est à l'origine de tous les malheurs de la famille, et il vient, dans la séquence qu'on va voir, il vient les passer au poignet de son épouse. Si vous regardez bien,
vous verrez que de son épouse, pardon, de sa mère. Si vous regardez bien, vous verrez que sa mère a des bracelets, si on peut dire, en brin de laine, parce qu'elle n'a plus de bijoux depuis qu'elle a tout mis chez l'usurier. Et donc, son fils vole les bracelets et vient les lui mettre pour réparer le déshonneur qui est celui de sa mère depuis qu'elle ne peut plus montrer le moindre bijou. Voilà, donc là, on est dans la grande histoire Bollywood de Mother India. तो मेरी माँ के लिए सोने के 2 मोटे-मोटे कंगन दे दे। आवाज आई, आंख बंद कर बच्चा। तू भी आंख बंद कर माँ। ओ लखन रंजन, आंखें खोलो माँ। अरे, पर तूने सोने के कंगन क्यों मांगे? तुमने अपने बापू का पता क्यों नहीं पूछा? ये क्यों नहीं कहा कि वो कब आएंगे? चल बेटा चल, चल मुझे अभी ले चल साधु महाराज के पास। अब माँ बात ये है कि मैं बापू के बारे में पूछने ही वाला था। कंगन से जूं ही मेरी हाथ हटी तो क्या देखता हूँ कि ना वहाँ साधु जी महाराज, ना पीपल का पेड़, ना तू फिक्र करवा दो। जो ही साधु जी वापस आएंगे मैं फौरन तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। हाँ, तुम उनसे मिलना, बापू के बारे में जो कुछ पूछना है पूछ लेना। हाँ माँ। देखो माँ, ये कंगन कितने अच्छे लगते हैं तुमको। ओहो माँ, कंगन कंगन। रामू, रामू, देख देख, बिरजू मेरे लिए सच्चे सोने की कंगन लाया है, साधु महाराज की लीला से। माँ, ये साधु महाराज की लीला नहीं, तेरे बिरजू महाराज की लीला है। क्या बोलता है? क्यों बिरजू महाराज, ये लीला भी दिखाना शुरू कर दी? किधर जाता है? अरे अरे अरे, घर में आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। आखिर बात क्या है, मुझे तो बता। माँ, ये तेरा बिरजू चोर है। मुझसे ऐसी वैसी बात मत कर। चोर! रामू! Voilà, moi je trouvais que peut-être que moralement c'est pas très bien, mais je trouvais que effectivement ça se termine plutôt bien que à la Robin des Bois, on va dire, hein, le fils qui récupère l'or. Oui, mais après, je veux pas raconter la fin parce que il faudrait surtout que nos auditeurs, nos spectateurs regardent le film si ça leur dit, mais ça se termine très très mal. Alors, deuxième rôle de l'or très important en Inde, c'est les religieux ou les religions, la religion, qui captent beaucoup d'or. C'est-à-dire que les temples, les gourous, l'or est extrêmement présent dans la religion hindouiste. Oui, alors tout à fait. Jusqu'ici, on a parlé des traditions dans le monde rural, dans les populations traditionnelles de l'Inde, mais tout ça est intimement lié aux pratiques religieuses. C'est-à-dire qu'il y a une tradition antédiluvienne de dons au temple. Ça se voit de façon extrêmement spectaculaire avec des temples qui sont littéralement recouverts d'or. On peut par exemple peut-être voir une photo du temple d'or des Sikhs. La religion sikh est une espèce de variante de la religion hindoue, si on peut dire. Dont le lieu sacré s'appelle le Temple d'Or, et le bâtiment central de cet endroit, qui est absolument magnifique, est littéralement recouvert d'or. C'est très spectaculaire, mais c'est pas du tout un cas isolé. Hein. En fait, il y avait une tradition très forte d'association entre les familles royales, les innombrables familles royales de l'Inde ancienne, et les temples. C'est-à-dire que les familles royales protégeaient les temples et les dieux, et les dieux protégeaient les familles royales. Donc, très souvent, ces grandes familles déposaient leurs trésors dans des chambres fortes sous les temples, considérant que personne n'oserait jamais aller dévaliser un temple. Ce serait beaucoup trop risqué de s'en prendre comme ça aux dieux. Et alors, dans la pratique, ça se traduit parfois par des amoncellements de richesses absolument inimaginables.
Alors, pendant que j'étais en Inde, il y a eu un événement extraordinaire en 2011. Pour la première fois depuis un nombre d'années inconnu, on a ouvert quelques-unes, mais pas toutes, des chambres souterraines du temple Sri Padmanabhaswamy dans le Kerala. Le Kerala, c'est un État tout à fait au sud de l'Inde. C'est un temple qui avait été donc sous la protection de la famille royale locale pendant des siècles. Et cette famille royale y avait donc entassé quelques menus monnaies. Donc, dans ces chambres souterraines, eh ben, elles se sont révélées bourrées de trésors de toutes sortes. On y a retrouvé un trône en or massif, des statues en or massif aussi, des milliers de chaînes en or, des centaines de milliers de pièces d'or. Une estimation très, très grossière faite sur le coup, portée sur 17 milliards d'euros d'or, et peut-être beaucoup plus, parce que si on prenait en compte la valeur historique et artistique de ces œuvres, alors, c'était à peu près impossible à évaluer. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette fortune phénoménale, elle est dans les souterrains. Il y a des commandos qui gardent le temple en permanence, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'aujourd'hui personne ne se risquerait à les dévaliser l'or des dieux, mais il n'est pas question d'y toucher. Oui, c'est l'or des dieux. Totalement immobilisé. Complètement. Complètement. Il n'est pas question d'y toucher. Pas même d'en faire un musée pour montrer ses trésors aux fidèles et à la population. Non, c'est l'or des dieux, donc ça reste dans les souterrains du temple. Alors, il y a un autre temple richissime, c'est le temple de Tirumala dans l'Andhra Pradesh, c'est aussi dans le sud du pays. Alors ça, c'est un temple extraordinaire parce que tous les jours de l'année, il reçoit entre 50 et 100 000 pèlerins, chaque jour. Et puis les jours de fête, il y en a encore beaucoup, beaucoup plus. C'est un temple qui a un budget de fonctionnement de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. C'est un business phénoménal. Il a un patrimoine gigantesque, immobilier, tout ce qu'on veut, dont des stocks d'or considérables, qu'on ne connaît pas, hein, parce que rien n'est jamais publié. Mais enfin, on sait par exemple qu'il y a quelques années, le temple a déposé une toute petite fraction de ce qu'il possédait dans une banque publique en échange d'une rémunération de 1,75%, d'une façon de monétiser un peu son or tout en gardant la propriété. Et là, le dépôt portait sur quand même 1311 kilos. Bon, c'était quand même pas tout à fait rien, mais c'était une petite partie de ce qu'il possédait. Donc, comme je disais, il n'y a pas de chiffre officiel sur tout ça, mais j'ai relevé récemment une étude du Business Standard, qui est un peu le quotidien économique de référence en Inde, qui estimait que les temples indiens renfermaient entre 3 et 4 000 tonnes d'or. Bon, pour donner un élément de comparaison, la Banque centrale indienne en possède 785 tonnes. Donc vous voyez, les temples sont beaucoup, beaucoup plus riches que la Banque centrale indienne. On est au niveau de grands pays détenteurs d'or, comme la France, l'Italie, l'Allemagne. C'est sensiblement plus que la France, parce que la Banque de France possède 2400 tonnes. Et là, vous voyez, on parle de 3 à 4 000. Bon, sachant que c'est une estimation grossière, mais enfin, quand même. Hein. Ouais, sachant que c'est immobilisé, en tout cas sur le coup, et que ça ne sert finalement, sauf pour le cas que vous venez de donner, le dernier temple, ça ne sert même pas de réserve monétaire ou de garantie. Alors, quand il s'agit de dépôts anciens faits aux dieux, comme dans le premier exemple que je citais, on n'y touche pas. Quand il s'agit d'un temple qui tourne énormément, comme celui de Tirumala, le deuxième exemple que je prenais, et où là, il y a des dons continuels, hein, les fidèles, les 50 à 100 000 fidèles quotidiens font tous des offrandes. Hein. Ils donnent leur bague, une bague. Ah bah, d'abord, ils peuvent donner des roupies. Hein. Ils ne donnent pas obligatoirement de l'or. Ils peuvent donner leurs cheveux. C'est une grande tradition aussi. Ils se font raser la tête et le temple vend pour des tonnes et des tonnes de cheveux à l'industrie.
C'est encore une source de revenus. Mais enfin bon, là, les fidèles aujourd'hui peuvent donner aussi des pièces d'or, un lingot, s'ils en ont les moyens. Il y a des très grands hommes d'affaires, très connus, qui font des dons gigantesques au temple de Tirumala. Et là, ça peut être effectivement des paquets de barres d'or. Hein. Donc cet or-là, il peut être utilisé, hein, il n'est pas sanctuarisé. Mais donc effectivement, là, le temple a trouvé un moyen de se procurer encore un peu plus de revenus avec un dépôt bancaire. Bon, mais c'est du bricolage à côté de la masse des stocks disponibles. Alors, dernier usage plus contemporain ou moderne, ou en tout cas plus lié à l'économie contemporaine, c'est l'or et les Indiens dans le monde contemporain. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un gouvernement. Vous voulez me dire quelque chose? Les gourous. Oui, les gourous, pardon. Je peux dire un mot. Oui. Et donc, alors, il y a les temples et les gourous. Les gourous, c'est le chef de... Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un gourou? Parce qu'un gourou, pour nous, c'est quelqu'un qui fait des développements personnels et qui nous fait croire que tout va bien aller pour nous. Oui, alors, les gourous, c'est une institution indienne très importante. Énormément d'Indiens ont leur gourou. Le gourou, c'est un maître spirituel. C'est quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire, vous conseille dans vos difficultés. C'est le point commun avec les gourous de la vie des affaires en France. Non, ce sont des maîtres spirituels extrêmement respectés. Pour beaucoup d'Indiens, c'est très important de trouver son gourou. Et puis, alors, quand on en a trouvé un, eh ben, on l'écoute, on fait ce qu'il vous dit, et puis on le remercie, en général, sous forme sonnante et trébuchante. Et les gourous les plus connus développent des business absolument phénoménaux. Et donc, il y a quelques années, il y a eu la mort de Sai Baba, qui était peut-être le plus populaire des gourous à l'époque. Il était extrêmement influent. Bon, et quand on a fait l'inventaire de ces appartements privés, on y a trouvé quand même 98 kilos d'or, 307 kilos d'argent, et puis l'équivalent de presque 2 millions d'euros en cash. Bon, ça c'était gardé juste autour de lui pour les besoins quotidiens, hein, voilà. Mais c'était une goutte d'eau dans son patrimoine qu'on avait estimé à environ 6 milliards d'euros. Hein. Donc vous voyez que là on parle quand même d'argent substantiel. Hein. Et c'est tout à fait intéressant de voir que pour les Indiens, il n'y a pas ce sentiment qu'on a en Europe que spiritualité et argent, richesse, c'est incompatible. C'est presque l'inverse, notamment quand on est infidèle, que l'on a un gourou que l'on vénère, eh bien, on le remercie en lui faisant des offrandes. Alors, ces offrandes, il n'est pas censé s'en servir pour mener un train de vie phénoménal, même s'il le fait parfois. Il est censé s'en servir pour des bonnes œuvres, pour la communauté, etc. N'empêche que vous avez ces gourous qui bâtissent des patrimoines gigantesques et qui en font exactement ce qu'ils veulent. Hein. Très bien. Alors, on va passer au lien avec l'économie moderne, de l'or avec l'économie moderne en Inde, parce que, on l'a bien compris, les Indiens adorent l'or, et leur gouvernement, parfois, ça les gêne un peu, cette adoration, sans mauvais jeu de mots par rapport à ce qu'on vient de dire, pour l'or. Oui, alors le problème, c'est que l'or joue un rôle tellement important dans la vie économique et financière du pays que ça peut devenir un problème. Alors, il y a déjà un aspect qu'on peut mentionner, c'est que outre l'attachement traditionnel à l'or, il y a quand même une dimension intéressante, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est un pays où l'économie informelle représente 70 à 80% de la vie économique. Alors, économie informelle, ça ne veut pas dire économie illégale, hein. C'est tout ce qui se passe de façon directe entre personnes, sans tout le monde rural, il n'y a pas un bulletin de salaire, il n'y a pas une facture, tout se passe en cash. Mais dans cette économie informelle, il y a quand même aussi une partie non négligeable d'économie noire,
avec une corruption qui reste un problème très important en Inde. Et il faut bien dire que quand on a de l'argent noir, l'or, c'est quand même une façon extrêmement pratique de recycler des valises de billets. C'est quand même plus facile à transporter, plus facile à cacher, plus facile à donner. Donc il y a ce rôle de l'or qu'il ne faut pas passer complètement sous silence. Par ailleurs, à un niveau, disons, macroéconomique, eh bien, il y a le fait que, comme vous le souligniez au tout début, l'Inde consomme énormément d'or, mais n'en produit pas. Donc, évidemment, l'Inde est un très gros importateur d'or. Pendant très 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 longtemps, ça a été le plus gros acheteur de la planète. Il y a, je crois, 10 ou 12 ans, où la Chine l'a dépassé, parce que les Chinois aiment beaucoup l'or aussi, et puis l'enrichissement de la Chine a fait que d'un seul coup, ils ont eu des moyens plus importants pour acheter de l'or. Mais enfin, l'Inde reste toujours aujourd'hui le deuxième acheteur d'or de la planète. L'Inde achète tellement d'or que c'est son deuxième poste d'importation. Le premier, c'est le pétrole, parce que là aussi, l'Inde n'a aucun pétrole, donc là, il n'y a pas le choix, ils doivent acheter à l'étranger. Bon, très bien. Mais l'or est donc le deuxième poste d'importation, et en période de tension sur la balance commerciale, eh bien, ça devient un problème majeur. Eh bien, quand j'étais en poste à Delhi, en 2013, j'ai couvert une crise de la balance des paiements très importante du pays, avec une chute très forte de la roupie. Les pouvoirs publics étaient un peu pris à la gorge. Ils se sont dit il faut absolument essayer de réduire ces achats d'or qui sont en train de contribuer à ruiner le pays. Donc, ils ont relevé très fortement les taxes sur les achats d'or. Ils les ont portés de 4% à 10% en quelques mois. Puis ils ont pris plein de mesures techniques pour freiner les importations. Alors, ça a eu deux effets. Premier effet, plein succès, les importations ont chuté très brutalement. Deuxième effet, qui était un tout petit peu moins souhaité, la contrebande s'est envolée. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les Indiens, ils achètent de l'or. Donc, si l'or officiel devient trop cher et qu'il y en a moins, eh bien, ils se tournent vers les importations. Quand vous avez des taxes sur les achats d'or qui sont de l'ordre de 10% ou plus, eh bien, l'intérêt pour, la rentabilité de la contrebande, évidemment, augmente très fortement. Donc, à l'époque, à la fin de l'année 2013, on avait constaté une augmentation, une multiplication par 4,5 des saisies d'or de contrebande. Oui. Donc, en provenance des pays voisins, beaucoup du Golfe Persique aussi, avec des anecdotes extraordinaires. On avait saisi une caisse de dattes dont les noyaux des dattes étaient des petites pépites d'or. L'imagination est sans limite pour les contrebandiers. Absolument. Et en novembre de cette année-là, une équipe de nettoyage à l'aéroport de Calcutta, en nettoyant des toilettes, y avait trouvé 24 barres d'or qui avaient été dissimulées là par un passager, pour des raisons qui n'ont jamais été élucidées. Il y en avait pour l'équivalent de plus d'1 million de dollars quand même. Voilà, c'est le genre de choses qu'on trouve quand il y a des tensions sur le commerce de l'or. Alors d'ailleurs, cette période de forte restriction aux achats n'a pas duré. Au bout d'un an, le gouvernement est revenu en arrière en rediminuant fortement les taxes sur l'or, et puis parce que la contrebande était devenue impossible à maîtriser. Et alors c'est un phénomène qui continue, parce que l'été dernier, il s'est repassé presque la même chose. Il y a eu une petite crise de faiblesse sur la roupie, etc. Et donc les taxes sur l'or ont de nouveau été augmentées assez sensiblement, et en décembre dernier, il est apparu que les saisies d'or de contrebande avaient été au plus haut depuis plusieurs années. Effet mécanique. Voilà. Finalement, c'est un peu normal que les Indiens, quand leur monnaie est attaquée et donc faiblit, se rabattent sur l'or. C'est-à-dire qu'en fait, on est
Pour le côté macroéconomique, on comprend le gouvernement indien qui dit « moi j'ai un déficit commercial qui est trop important, il faut que je le récupère ». C'est comme ça que ma monnaie remontera. Oui, oui. Et les Indiens, eux, on va dire au quotidien, se disent « puisque ma monnaie diminue, je vais me rabattre sur mon patrimoine et sur mes bijoux ». Et finalement, on revient à notre histoire du début. Ah bah, c'est un rôle traditionnel de protection contre l'inflation, oui, bien entendu. Mais on arrive quand même à une situation du marché de l'or qui est quand même très complexe en Inde. J'avais noté une citation toute récente de décembre dernier du Business Standard, le même quotidien dont je faisais état tout à l'heure, qui disait « En Inde, il y a des prix différents pour l'or de contrebande, l'or recyclé par des raffineries indiennes, l'or du marché noir et l'or importé officiellement. » Donc vous voyez, il faut s'y retrouver. Hein. Oui, il y a peu de régulation. Il y a plein de régulations, oui. Mais simplement, ça part dans tous les sens. Il y a les régulations, il y a les règles qui sont respectées, celles qui ne le sont pas. C'est assez folklorique. Donc on le voit, le gouvernement indien tente de maîtriser ces importations d'or et cette consommation d'or. Et pourtant, on le voit dans l'actualité récente, il y a de nombreuses initiatives qui sont plutôt pour le commerce et organiser le commerce de l'or. Oui, alors au niveau professionnel, disons, l'été dernier, les autorités indiennes ont ouvert pour la première fois ce qui se veut être un marché international de l'or, ce qui est situé au Gujarat, à l'ouest du pays. Ça, c'est une façon d'essayer de faire que l'Inde, qui est donc un énorme consommateur d'or, soit un peu présent au niveau de l'organisation des marchés internationaux de l'or, puisque pour le moment les grands marchés c'est à Londres, c'est éventuellement à Singapour ou dans le Golfe, mais jusqu'ici l'Inde n'avait aucune organisation à ce niveau-là. Donc ça c'est une nouveauté. Est-ce que ça prendra ou pas? Il faudra certainement un petit moment avant de s'en rendre compte. Bon. Et puis, alors on peut citer, c'est un peu anecdotique, mais en même temps c'est assez amusant. En ce qui concerne les particuliers, il y a une grande innovation qui remonte à décembre dernier, c'est tout récent. C'est dans la ville de Hyderabad, qui est un peu au sud de l'Inde, la mise en place du premier distributeur automatique d'or. Alors c'est exactement comme un distributeur de billets. Vous y allez, vous mettez votre carte de crédit, vous tapez un montant, simplement au lieu de sortir des billets, eh bien vous sortez des pièces d'or qui peuvent aller de 0,5 grammes jusqu'à 100 grammes. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de se procurer de l'or extrêmement facilement, en tout anonymat, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et c'est un nouveau progrès technologique pour l'achat d'or. Alors que, évidemment, traditionnellement, les Indiens vont plutôt acheter de l'or, soit chez le bijoutier du coin s'ils sont en ville, soit s'ils sont à la campagne, eh bien chez le prêteur sur gage, l'usurier au coin de la rue, dans des échoppes éventuellement minuscules, mais où on pourra vous vendre une toute petite somme d'or si vous le voulez. Et ça peut fonctionner parce que dans ce pays-là, on peut acheter des choses avec des grammes ou des dixièmes de grammes d'or. C'est-à-dire qu'il y a une culture de ça. C'est-à-dire en France, vous arrivez avec 1 dixième de gramme d'or, je ne suis pas sûr qu'on vous vende ce qu'il y a à vous vendre. Oui, non, mais comme je le disais tout à l'heure au sujet des cadeaux, on peut cumuler les 0,5 grammes d'or ou les grammes d'or et puis les fondre ensemble pour en faire quelque chose de plus important. Un bijou ou simplement une pièce de 10 grammes ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, effectivement, dans les échoppes traditionnelles, on peut faire des transactions sur des quantités infimes d'or. L'or est toujours accepté. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur l'or et l'Inde. On ne peut que vous conseiller d'aller regarder le film Mother India, qui est, si vous tapez Mother India, vous allez tomber dessus sur les plateformes de vidéo. Merci beaucoup, Monsieur de Jaclot. Merci pour ce témoignage et bonne journée. Merci.